Lors de la réception de mon mariage, j'ajustais mon voile dans le reflet d'une crédence en cuivre que j'avais passé 3 mois à restaurer à la main. Le métal était poli comme un miroir, et c'est l'unique raison pour laquelle je l'ai vu. Ma belle-mère, Béatrice, se tenait juste derrière moi. Elle n'a pas croisé mon regard dans le cuivre. Elle a seulement vu mon verre posé sur le bar. Je l'ai observé sortir un petit flacon en verre de sa pochette, et verser 3 gouttes transparentes dans ma coupe de champagne. Je ne me suis pas retourné. Je n'ai pas crié. J'ai attendu qu'elle s'éloigne pour aller saluer la femme d'un sénateur. Puis, avec les mains fermes d'un chirurgien, j'ai simplement tendu le bras et échangé nos coupes. Son poison était maintenant entre ses mains, et le véritable drame du mariage était sur le point de commencer. Laissez un commentaire et dites-moi d'où vous m'écoutez et quelle heure il est chez vous en ce moment. J'adorerais savoir qui fait partie de notre communauté. La plupart des mariés feraient de l'hyperventilation dans les toilettes après avoir vu leur nouvelle belle-mère essayer de les droguer. Mais je suis architecte spécialisé en restauration du patrimoine. Je gère des fondations qui s'effritent et des défaillances structurelles pour gagner ma vie. La panique est un luxe que je ne peux pas m'offrir. Ce que j'ai ressenti à ce moment-là n'était pas de la peur. C'était une charge statique. C'est le terme d'ingénierie pour désigner l'immense poids silencieux qu'une poutre supporte juste avant de décider de soutenir le toit ou de se briser en deux. Je suis retourné à la table d'honneur, mes talons claquant à un rythme régulier sur le parquet en chêne massif. J'ai vérifié mon pouls. 80 battements par minute, élevé mais contrôlé. J'ai lissé la soie de ma robe et je me suis assise à côté d'Alexandre, l'homme qui sauvait des vies d'enfants en tant que chirurgien pédiatrique, mais qui était incapable de voir que sa propre mère était un agent pathogène. Il m'a serré la main sous la table, son pouce caressant mon alliance. Il m'a regardé avec tellement d'amour que ça en faisait presque mal. Il m'a chuchoté que j'étais magnifique. Il n'avait aucune idée qu'à 3 mètres de là, sa mère sirotait actuellement un champagne qu'elle destinait à ma propre destruction. J'ai regardé de l'autre côté de la table. Béatrice était maintenant assise. Elle tenait court avec mes parents, riant à une remarque de mon père, jouant parfaitement le rôle de la matriarche bienveillante. Elle m'a regardé. Ses yeux étaient froids, des choses mortes enterrées sous des couches de mascara hors de prix. Elle a levé sa coupe, ma coupe, dans un toast silencieux à mon attention. Un petit sourire en coin qui disait « Échec et mat, ma chérie ». Elle pensait être l'architecte de ce moment. Elle pensait que j'étais juste une fille chanceuse qui avait trébuché dans sa dynastie, un problème à résoudre avec un chéquier ou un flacon de produits chimiques. J'ai pris mon verre d'eau. Ma main n'a pas tremblé. J'ai pris une gorgée lente et calculée. L'eau était fraîche. Elle avait le goût de la lucidité. J'ai regardé Béatrice prendre une autre gorgée de champagne. Elle était si confiante dans sa cruauté. Elle avait passé les 2 dernières années à essayer de me raser comme un bulldozer, me traitant comme une squatteuse dans la vie de son fils. Elle qualifiait mon travail de sale. Elle m'avait offert une somme à 6 chiffres pour que je disparaisse. Mais elle avait oublié une chose à propos des architectes de restauration. Nous savons exactement où se trouvent les points faibles. Et nous savons exactement quand une structure est sur le point de s'effondrer. J'ai reposé mon verre. Je lui ai rendu son sourire et j'ai attendu. Pour comprendre pourquoi je ne l'ai pas arrêté, pourquoi je ne lui ai pas attrapé le poignet en hurlant pour appeler la police sur le champ, il faut comprendre l'architecture de notre guerre. Ce n'était pas un crime passionnel soudain. C'était la phase de démolition d'un projet que Béatrice gérait depuis 2 ans. Dès l'instant où Alexandre nous a présenté, j'étais une infraction au code de l'urbanisme dans son monde parfaitement ordonné. Les de Beaulieu représentent ce qu'on appelle la vieille bourgeoisie, ce qui signifie généralement que leur argent est poussiéreux et qu'ils sont terrifiés par quiconque travaille vraiment pour gagner sa vie. J'ai rencontré Béatrice lors de l'inspection du domaine familial. Je portais des chaussures de sécurité et un casque de chantier couvert de poussière de plâtre. Elle a regardé mes mains comme si elles étaient contagieuses. Elle a demandé à Alexandre, juste devant moi, s'il embauchait du personnel de maison pour faire des travaux. Quand il lui a dit que j'étais sa petite amie, elle n'a pas souri. Elle a juste dit « Oh ». Les insultes n'étaient jamais bruyantes. Elles étaient structurelles. De petites fissures dans les fondations conçues pour me faire m'effondrer. Elle oubliait de m'inviter au dîner de famille. Elle me présentait à leurs amis comme la « petite chef de chantier » d'Alexandre, ignorant mon diplôme d'architecte et ma licence.
Mais la véritable défaillance structurelle s'est produite il y a 6 mois. J'étais assise dans sa bibliothèque. Elle a fait glisser une enveloppe crème très épaisse sur le bureau en acajou. À l'intérieur se trouvait un chèque de banque de 100 000 €. Elle m'a dit que c'était une indemnité de départ. Elle m'a dit, vous êtes une charmante jeune fille, Juliette, mais soyons réalistes. Vous êtes de la catégorie des nouveaux riches. Vous construisez des choses. Nous les possédons. Vous ne serez jamais à l'aise à cette table, et j'essaie juste de vous épargner l'humiliation d'essayer. J'ai regardé le chèque. C'était plus d'argent que ce que mes parents gagnaient en 2 ans. Je l'ai regardé. Je ne l'ai pas déchiré. Je ne le lui ai pas jeté au visage. Je l'ai juste fait glisser en retour sur le bureau et j'ai dit, je crois que vous sous-estimez le coût de la main-d'œuvre, Béatrice. Je ne suis pas à vendre. C'est à ce moment-là que son regard a changé. C'est là que j'ai cessé d'être une nuisance pour devenir une menace, et les menaces doivent être neutralisées. En psychologie, il existe un concept appelé la poussée d'extinction, ou pic d'extinction. Je l'ai appris quand j'étudiais l'effet du stress sur les matériaux de construction, mais cela s'applique parfaitement aux narcissiques. Lorsqu'un enfant en bas âge réalise que crier ne lui permet pas d'obtenir ce qu'il veut, il ne se calme pas. Il crie plus fort. Il s'agite. Il casse des choses. Son comportement s'intensifie jusqu'à un sommet frénétique juste avant qu'il n'abandonne finalement. C'est la dernière explosion d'énergie désespérée pour forcer le monde à se soumettre à nouveau à son contrôle. La semaine précédant le mariage a été la poussée d'extinction de Béatrice. Elle a compris que les pots de vin n'avaient pas fonctionné. Que les insultes n'avaient pas fonctionné. Que le mariage allait avoir lieu, alors elle a pratiqué la politique de la terre brûlée. Le mardi, elle a appelé notre fleuriste et a essayé d'annuler la commande, prétendant que la mariée était morte dans un accident de voiture. Le fleuriste, Dieu merci, m'a appelé en premier. Le jeudi, je l'ai trouvé dans la suite nuptiale en train d'inspecter mon voile. Après son départ, j'ai découvert une déchirure nette en plein milieu de la dentelle. Elle a prétendu que sa bague s'était accrochée, mais je connais la résistance à la traction de la dentelle de Calais. Il faut vraiment vouloir la déchirer. J'ai réparé le voile avec du fil d'or, une technique que j'utilise en restauration. Je n'ai rien dit à Alexandre. Je savais que si je le lui disais, elle retournerait la situation. Elle le manipulerait, me traiterait de paranoïaque, dirait que j'étais stressé et que je m'imaginais des choses. Elle comptait sur le fait que son comportement était tellement insensé qu'aucune personne rationnelle ne le croirait. Alors, quand j'ai vu le flacon à la réception, toutes les pièces du puzzle se sont assemblées. Ce n'était pas le hasard. Ce n'était pas juste de la haine. C'était la détonation finale de sa poussée d'extinction. Elle n'avait pas pu empêcher le mariage, alors elle a décidé d'en ruiner le souvenir. Elle me voulait malade. Elle me voulait humilier. Elle voulait prouver à tous les invités de la haute société présents dans cette salle que j'étais faible, négligé et indigne du nom des de Beaulieu. Elle voulait un désastre. J'ai juste décidé de la laisser en être la victime. Ce qu'il faut savoir sur les défaillances structurelles, c'est qu'elles sont rarement instantanées. Avant qu'un bâtiment ne s'effondre, il gémit. Les rivets sautent. Le bois se fend. Il suffit d'être assez silencieux pour l'entendre. La salle de réception résonnait d'applaudissements lorsqu'Alexandre a terminé son discours. Il était charmant, plein d'autodérision, parfait. Il s'est rassis et a embrassé ma joue en chuchotant qu'il était l'homme le plus chanceux du monde. Puis le silence s'est fait dans la salle. Le tintement d'une cuillère contre le cristal a résonné comme une cloche d'alarme. Béatrice s'est levée. Elle avait une allure majestueuse dans sa robe de soirée argentée. Elle tenait bien haut la flûte de champagne, celle au bord doré, celle qu'elle avait contaminée. La salle a retenu son souffle. Elle a souri aux invités, puis a tourné son regard vers moi. C'était un sourire de prédateur. Le mariage, a-elle commencé, sa voix portant avec ce phrasé parfait et calculé de pensionnat privé, est une question de partenariat. Il s'agit de savoir qui l'on est et d'où l'on vient. Quelques-uns de ses amis à la table 4 ont ricané. Et plus important encore, il s'agit de confiance, de savoir que la personne assise à côté de vous a vos meilleurs intérêts à cœur. Elle m'a regardé droit dans les yeux en prononçant le mot confiance. Je n'ai pas scié. J'ai levé mon verre d'eau. Béatrice a levé le calice empoisonné. Aux jeunes mariés, a-t-elle dit.
Elle a basculé le verre en arrière. J'ai regardé le liquide doré disparaître. Je l'ai regardé avaler. Une gorgée. 2. Elle l'a vidé. Pendant un instant, rien ne s'est passé. Elle s'est rassise l'air triomphant. Elle s'est tournée vers mon père et a commencé à parler de son handicap au golf. 1 minute s'est écoulée. Puis 2. Je suis resté parfaitement immobile, les mains croisées sur mes genoux, comptant les secondes comme un métronome. À 2 minutes et 40 secondes, les gémissements ont commencé. Béatrice s'est arrêtée de parler au milieu d'une phrase. Elle a cligné des yeux rapidement, sa main portant à sa gorge, son visage, d'ordinaire un masque de fond de teint épais et de maîtrise de soi, a viré à une violente nuance de gris. Elle a essayé de se lever, peut-être pour s'excuser et aller aux toilettes, mais la gravité avait d'autres plans. Ses genoux ont cédé. Elle s'est agrippée à la nappe pour se stabiliser, entraînant dans sa chute un centre de table composé de lits hors de prix. Puis l'hémétique a fait exactement ce que la chimie dictait de faire. Ce n'était pas un évanouissement poli. C'était violent. Béatrice a eu un haut-le-cœur, un bruit guttural et affreux qui a réduit le quatuor à cordes au silence. Elle a vomi directement sur la table d'honneur, partout sur le chemin de table en soie, la porcelaine et la jupe de sa robe sur mesure. L'odeur nous a frappés instantanément. La femme qui avait passé 60 ans à cultiver une image de perfection intouchable était maintenant en train de se tordre sur le sol devant 200 membres de l'élite de la ville. « Maman » a crié Alexandre en bondissant. « Maman !» Elle a levé les yeux vers lui, les yeux écarquillés et vagues, cherchant son souffle. « Je ne » a-t-elle bredouillé. « Je ne me sens. » Elle s'est effondrée sur le côté dans le désordre qu'elle avait créé. La salle a explosé dans le chaos, mais je suis resté assise une seconde de plus, observant le désastre. C'était laid. C'était tragique. Et c'était exactement ce qu'elle avait commandé pour moi. Dans une crise, la plupart des gens paniquent. Alors que les invités criaient et s'attroupaient, je me suis levé et j'ai pris les choses en main. J'ai dit au DJ de couper la musique. J'ai ordonné à la coordinatrice de dégager un passage pour les secours. Alexandre était par terre avec elle, vérifiant ses signes vitaux. Sa formation de chirurgien reprenait le dessus. Il criait des ordres. Pouffilant, voie respiratoire dégagée, pupille dilatée. Les ambulanciers sont arrivés en 4 minutes. Ils ont chargé Béatrice sur le brancard. Elle était à peine consciente, gémissant des mots incohérents. Pendant qu'il la soulevait, sa pochette perlée, qui reposait sur ses genoux, a glissé et heurté le sol. Le fermoir a sauté. Le contenu s'est répandu sur le parquet, un rouge à lèvres, un miroir de poche et un petit flacon en verre vide. Alexandre l'a vu. Il s'est figé. Mais ce n'était pas la preuve irréfutable. À côté du flacon se trouvait une feuille de papier à en-tête crème et épais pliée en carré. Je me suis baissé et je l'ai ramassé. Je savais ce que c'était avant de l'ouvrir. C'était l'écriture de Béatrice. Une calligraphie élégante aux boucles parfaites. Je me suis approché d'Alexandre. Il fixait le flacon, le visage pâle. « Alexandre » ai-je dit. Ma voix était basse, coupant à travers le bruit. « Lis ça. » Il m'a regardé avec confusion, puis a pris le papier. J'ai observé ses yeux parcourir les mots. « Mesdames et messieurs, je dois vous présenter mes excuses pour cette interruption. Ma nouvelle belle-fille lutte depuis des années contre ses démons personnels. Nous espérions que le stress du mariage ne déclencherait pas de rechute, mais il semble que l'alcool ait été de trop. Veuillez pardonner ce désordre. Nous lui ferons obtenir l'aide dont elle a besoin. » C'était un discours. Un discours qu'elle avait écrit avant la réception. Elle n'avait pas seulement prévu de me rendre malade. Elle avait planifié le récit de ma destruction. Elle allait faire passer mon empoisonnement pour une crise de boulimie due à l'ivresse. Elle allait prendre le micro pendant que je vomissais et détruire ma réputation à jamais. J'ai vu le changement s'opérer sur le visage d'Alexandre. C'est une chose rare de voir un homme devenir orphelin alors que sa mère est encore en vie. L'inquiétude s'est évanouie. La panique s'est évanouie. Ses yeux sont devenus froids. Il a regardé le mot, puis le flacon, puis la femme sur le brancard. Il a enfin vu l'architecture du piège. Il a réalisé que le monstre n'était pas sous le lit. C'était celle qui l'y avait bordé.
Il a plié le mot et l'a mis dans sa poche. Il ne m'a pas regardé. Il a regardé l'ambulancière. Elle n'a pas fait d'attaque, a dit Alexandre. Sa voix sonnait comme du métal qui grince. Elle a ingéré un émétique et un sédatif. Vérifiez son sac pour trouver le flacon et appeler la police. L'hôpital sentait l'antiseptique et les mauvaises décisions. Béatrice a été stabilisée dans une chambre privée. Les drogues ont été purgées de son système, mais la toxicité légale ne faisait que commencer. La police attendait dans le couloir. Le lieutenant Moreau, un homme qui avait l'air d'avoir vu assez de drames familiaux pour 10 vies, prenait ma déposition. Je n'avais pas besoin d'être émotive. J'avais juste besoin d'être efficace. J'ai ouvert le fichier sur mon téléphone. Pendant que les secouristes chargeaient Béatrice, j'avais envoyé un texto au gérant du domaine. Comme j'avais restauré le domaine des 2 Beaulieu, je savais exactement où se trouvaient les angles morts, et je savais exactement vers où la caméra de sécurité 4K derrière le bar était pointée. J'avais les images dans ma boîte de réception avant que l'ambulance n'atteigne l'hôpital. J'ai montré la vidéo au lieutenant. Horodatage, 14h47. Béatrice regarde autour d'elle. Elle sort le flacon. Elle verse le poison. C'était la preuve en haute définition d'un crime. Alexandre est sorti de la chambre de Béatrice. Il avait l'air d'avoir 10 ans de plus que ce matin-là. Il est passé devant moi, devant son père, qui était assis la tête entre les mains, et est allé directement vers le policier. « Ma mère est réveillée », a dit Alexandre. Sa voix était clinique, détachée. Elle veut faire une déclaration. A-t-elle avoué, a demandé le policier. Alexandre a eu un rire sec et sans humour. Non, elle m'a dit qu'elle l'avait fait pour me sauver. Elle a dit que Juliette était une croqueuse de diamants qui ruinait la lignée des 2 Beaulieu. Elle a dit que je la remercierais un jour. J'ai observé Alexandre. C'était le moment de vérité. La corde allait soit casser, soit nous étrangler. Béatrice avait joué sa dernière carte. La ligne de défense de la mère qui sait ce qui est bon pour son enfant. Elle misait sur 30 ans de culpabilité et d'obligation pour lui faire retirer sa plainte. Alexandre a plongé la main dans la poche de son smoking et a sorti le papier à en-tête crème. Le discours d'excuses préécrit. Voici la preuve de la préméditation, a dit Alexandre en tendant le papier au policier. Ma mère n'a pas seulement essayé d'agresser ma femme. Elle a planifié une destruction de sa réputation. Elle a écrit ceci avant le début de la réception. Cela prouve l'intention. Alexandre, ne fais pas ça, a chuchoté son père depuis sa chaise. C'est ta mère. Alexandre s'est tourné vers son père. Non, a-t-il dit. C'est une criminelle, et si tu paies son avocat, tu es un complice. Il s'est tourné de nouveau vers le policier. Je porte plainte, et je demande une ordonnance d'éloignement immédiate pour moi et ma femme. Je l'ai regardé signer la déposition. C'était la chose la plus romantique que j'ai jamais vue. Il ne m'a pas seulement choisi. Il a amputé le membre qui nous tuait. Il a rompu les ponts avec la précision d'un chirurgien retirant une tumeur. Il n'y a pas eu de larmes, juste le bruit d'un stylo sur du papier, finalisant le divorce entre un fils et son origine toxique. Cela fait 12 mois depuis le mariage. Béatrice purge actuellement une peine de 24 mois de prison pour agression avec circonstances aggravantes et mise en danger de la vie d'autrui. Son avocat a essayé de plaider l'altération du discernement, mais la note préécrite a détruit cette défense. Vous ne pouvez pas plaider la folie passagère quand vous avez rédigé un communiqué de presse à ce sujet 3 jours à l'avance. Alexandre et moi n'avons pas emménagé dans le domaine. Nous avons acheté une maison à rénover de l'autre côté de la ville. Elle a de bonnes bases, mais elle a besoin de travaux, tout comme nous. Je suis assise à la table de notre cuisine en train de travailler sur un bol que j'ai cassé la semaine dernière. C'est une technique japonaise appelée kintsugi. On ne cache pas les fissures. On les remplit avec une laque mélangée à de la poudre d'or. La philosophie est que l'objet est encore plus beau pour avoir été brisé. La cassure est là où réside la force. Pendant longtemps, j'ai cru qu'un mariage parfait signifiait l'absence de conflit. Je pensais que cela signifiait des surfaces lisses et des jours faciles. Mais Béatrice m'a appris quelque chose de précieux. Elle a essayé de nous briser. Elle a essayé de trouver les points de tension et de marteler dessus jusqu'à ce que nous nous effondrions. Mais elle a mal calculé les matériaux.
Quand nous étions assis dans cette salle d'attente d'hôpital, regardant la police l'emmener menotté, Alexandre et moi ne nous sommes pas effondrés. Nous avons fusionné. Le traumatisme n'a pas laissé de cicatrice. Il a laissé une jointure en or. Nous nous faisons confiance avec une profondeur que la plupart des couples n'atteignent jamais parce qu'ils ne sont jamais mis à l'épreuve. Je sais avec une certitude absolue qu'il me choisira. Et il sait que je verrai les menaces auxquelles il est aveugle. Je termine le bol. Les lignes d'or accrochent le soleil de l'après-midi, brillant avec plus d'éclat que la céramique d'origine ne l'a jamais fait. C'est imparfait. C'est cabossé et c'est incassable. Si vous pensez que les membres toxiques de la famille ne méritent pas une place à votre table, cliquez sur le bouton j'aime et partagez cette histoire. Et dites-moi dans les commentaires, quelle est la chose la plus mesquine qu'un parent ait jamais faite lors d'un mariage auquel vous avez assisté ?